Bon, Céline Pina, je suis comme la plupart de nos concitoyens, il y a 3 semaines, je ne connaissais pas votre nom, encore moins votre visage, je ne savais pas qui vous étiez. Nous nous sommes rencontrés avec un petit groupe de gens qui, sur Facebook, essayaient de faire une petite mobilisation contre la tenue du salon musulman de Pontoise. On était un petit groupe, on a fait un texte, on l'a signé, et quelques jours plus tard, vous êtes devenu en France une référence majeure sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de vous, vous êtes passé à la télévision plusieurs fois, vous avez été interviewé à la radio, vous avez une longue interview d'une amie qui s'appelle Isabelle Kersimon dans le Figaro, et tout d'un coup, vous avez explosé en France. Vous êtes élu au conseil régional Île-de-France sur la liste Parti Socialiste. Vous vous êtes donc mobilisé par rapport à ce salon dit musulman, mais dont on pense, vous et moi, que c'est un salon islamiste, fondamentaliste. Enfin, ça ne suffit pas pour devenir une référence en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez que vous êtes devenu ce personnage que tout le monde s'arrache, si je puis dire? Alors, en fait, j'ai pas d'explication. Je constate le phénomène. C'est pas moi qui suis en cause dans cette histoire. Il se trouve que c'est une parole qui a rencontré une attente. Et une attente qui était suffisamment frustrée pour que tout d'un coup, cette parole la révèle. Quelle parole? Ben, en fait, quand j'ai pris la parole face à ce salon fondamentaliste, finalement, le message, il était relativement simple. C'était de dire, à un moment donné, si le politique n'utilise pas le verbe, alors il cautionne par son silence des discours absolument scandaleux. Et que ne pas dire non, c'est autoriser quand on arrive à ce stade-là d'obscurantisme. Parce qu'il faut quand même revenir sur cette histoire de salon. Ce qui est dit est extrêmement fort. Ce sont des gens qui disent très clairement que la femme n'a pas la même place dans la société que l'homme, qu'une femme qui se refuse à son mari doit être maudite, que la femme ne peut sortir sans être accompagnée, qu'une femme qui se parfume et qui ne se voile pas est une fornicatrice. Au passage, c'est assez drôle parce que je pense que le terme fornicatrice, ça devait faire fort longtemps qu'il n'était pas ressorti dans nos conversations, mais là, il a été remis à l'ordre du jour. On est quand même sur des attaques qui sont extrêmement fortes parce qu'à partir du moment où on pense que la moitié de l'humanité n'a pas sa place au sein de la sphère publique, moi, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on peut défendre l'humanisme, défendre la démocratie, défendre la République. Il me semble que c'est entaché d'hypocrisie toute démarche visant à élever l'homme que de commencer par rabaisser la femme pour mieux positionner l'homme au-dessus. Et je pense que c'est surtout contraire à l'esprit de nos lois, à l'esprit finalement qui nous a, à l'esprit d'une révolution française, même à l'esprit de mai 68, à tout cet esprit d'émancipation que la France représente encore dans le monde aujourd'hui, même si elle semble l'avoir oublié sur son propre sol. Mais Céline, moi je l'ai écrit, ça fait, j'allais dire, des années que je milite contre l'islamisme, et je dis bien c'est l'islamisme que je ne confonds pas avec l'islam. Les gens ont le droit d'avoir leur foi, ça ne me regarde pas. Moi, ça fait des années que je l'écris, je suis désolé, je regrette, je ne suis pas interviewé sur les radios, sur les télévisions pour mes textes qui sont pourtant excellents, je vous l'assure. Je sais, je les ai lus. Merci. En tout cas, vous tout d'un coup, vous avez, c'est pas vous semblez, vous avez représenté quelque chose. Alors moi, je pense que le fait que vous soyez une élue a joué. C'est-à-dire ce qu'on lit dans l'incroyable cascade de compliments sur vous, c'est Céline Pina, vous me redonnez confiance dans la politique. Ça, il me semble, c'est une différence. Alors, oui, il y a un véritable phénomène politique. Les gens m'ont écrit énormément sur Facebook et ils disent tous la même chose. C'est-à-dire, ils disent c'est bravo pour le courage, merci pour les mots, mais il y a une troisième chose qui est dite et qui est très forte, c'est on est là. Nous aussi, on veut participer, nous aussi, on veut porter en fait cet esprit d'émancipation, cet esprit de liberté. On est prêt à être avec vous, on est prêt à être à vos côtés. Donc on voit un immense désir de politique qui s'exprime, mais pas qu'un désir de politique, un désir d'action et surtout un désir d'entendre des élus
reprendre leur rôle et leur fonction qui est de dire le monde, de donner la lecture du monde, de dire finalement ce qui est légitime à un moment donné. Et c'est en fait, si cette parole légitime n'existe pas, les gens se sentent abandonnés. Sans cette parole légitime, si l'État ne s'engage pas, si les élus ne s'engagent pas, alors quelle garantie ils offrent de la préservation de notre monde? Si vous pouvez aujourd'hui, en France, remettre en cause l'égalité femmes-hommes et que tout le monde tourne les yeux, est-ce que ça veut dire que cette égalité va vivre encore longtemps? Pour moi, le 11 janvier, il y a un peuple qui s'est levé et qui a dit « on est là ». Ils se sont levés pour dire « oui, on va soutenir la liberté », même si de temps en temps, ça peut être un peu la liberté. Je vous assure qu'être libre, c'est douloureux. Finalement, ce que ce peuple était en train de dire, c'est de dire « ok, on est menacé, ok, on a peur, ok, on a mal, mais il y a des choses qui sont importantes et pour ces choses-là, on va descendre dans la rue ». Ils n'ont même pas demandé de mot d'ordre, ils l'ont créé eux-mêmes. Ils l'ont créé dans une forme d'identification. Le discours des élus à ce moment-là, il a été correct, juste après l'événement. Mais simplement, on a quand même eu l'impression que, normalement, ce devrait être le désir absolu d'un homme politique, de voir ce peuple qui se lève et qui dit « je sais quelque part qui je suis ». Je ne peux peut-être pas l'exprimer de façon fermée, c'est une identité qui est mouvante, qui est ouverte, mais à un moment donné, je sais que entre ceux qui sont venus faire un massacre chez Charlie et les dessinateurs, je sais où les choses vont dans le bon sens. Vous pensez que le massacre à l'Hypercacher était moins mobilisateur? Malheureusement, oui. Même si, parce qu'il ne faut jamais oublier, il y a eu « je suis Charlie, je suis juif et je suis policier ». Ça, c'est vrai. Mais ça, c'était pour, j'allais dire, la frange la plus conscientisée de la population. Pour les autres, moi, je me rappelle quand même, avant l'histoire de l'Hypercacher, l'affaire Mera. La dimension quand même de radicalisation des actes de Mera, elle est apparue assez vite. Et moi, je me souviens des moments où on faisait intervenir des spécialistes, où on étudiait, voilà, Mera, tueur en série. On n'était pas du tout dans le fait que l'acte avait une signification politique en soi. Parce que le tueur en série, il cherche sa propre jouissance, mais il n'y a pas forcément de signe envoyé à l'extérieur ou de signification politique à mettre. Et donc on refusait de voir qu'en fait il y avait là un problème politique majeur qui était posé. Et le déni, il a été installé bien avant le massacre de Charlie. Et je trouve que le massacre de Charlie n'a pas suffi pour lever ce déni, et que malheureusement ce déni nous entraîne dans le mur. On a installé un couvercle en disant ne parlons pas de ça, ça va faire le jeu du Front National. Résultat, le Front National ne sert de montée. Le Front National est un allié objectif des islamistes et pourtant il se sert de la peur des islamistes pour mettre la main sur la société. On est dans un renversement des valeurs qui est quand même assez absolu. Vous dites que c'est un allié objectif, le Front National des islamistes. Est-ce qu'au fond ils n'ont pas des valeurs communes quand on lit le livre de Michel Houellebecq? Ce qui m'a frappé, enfin, j'espère que je ne suis pas le seul, c'est qu'il montre à quel point un certain nombre de ces personnages clés franco-français qui sont d'extrême droite s'accordent facilement avec les valeurs des islamistes, notamment sur les femmes, la place des femmes. C'est, j'allais dire, bien sûr sur la place des femmes, mais essentiellement sur la société ouverte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans une logique totalitaire où il n'y a pas de distinction entre la sphère publique et la sphère privée et qui veulent contrôler l'homme dans toutes ses dimensions, y compris dans sa dimension intime. Ce sont des gens qui finalement vont vous dire ce que vous devez faire, de votre chambre à coucher jusqu'à votre table, jusqu'à tous vos actes du quotidien. Pour moi, le Front National, en gros, je pense que le double langage est le même chez les islamistes et chez le Front National. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une Marine Le Pen qui peut vous faire des interviews, par exemple sur la laïcité. Je me souviens d'une interview dans Le Point d'il y a 4-5 ans, qu'un certain nombre de gens pourraient co-signer si on masquait le fait que c'était Marine Le Pen qui l'avait dit. Mais il y a chez les islamistes, pour moi, comme dans le Front National, en fait, ces gens adhèrent à la fin à un chef. Et le chef a le droit de mentir.
Il a le droit d'utiliser même le mensonge comme vecteur pour accéder au pouvoir. Ça veut dire qu'il est plus malin que les autres, plus restore, plus féroce. Donc si vous êtes dans son équipe, vous êtes parmi les seigneurs. EI et AI d'ailleurs, parce qu'en général, les deux se rencontrent assez vite. À ce moment-là, vous pouvez tout prendre pour accéder au pouvoir. Vous pouvez défendre la laïcité, avoir le pouvoir et lui tirer dans le dos 10 minutes après. Vos troupes ne vous lâcheront pas, elles vous diront bien joué. Là est la perversion. Ce sont des gens qui n'ont pas de rapport à la moralité de la parole publique, ni même à sa véracité. Ils n'ont qu'un rapport de puissance. Mais alors quelque chose qui peut paraître surprenant, ce que vous dites, tout le monde ne le dit pas, parmi les élus, parmi les responsables politiques. Néanmoins, il y a eu ce sentiment que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, que vous étiez devenue celle qui dit ces choses. Est-ce qu'il y a si peu d'élus, il y a si peu de responsables politiques qui disent ces choses? Il y a peu d'élus qui disent ces choses. En revanche, je ne voudrais pas qu'on oublie que dans la société civile, il y a des gens qui prennent de grands risques. Que ce soit chez des militants engagés, chez des féministes, chez des avocats des droits de l'homme, chez des journalistes. Il y a des gens qui ne cessent de le dire. Et si aujourd'hui j'arrive à formuler ces choses d'une façon pas trop stupide, c'est parce que je les ai beaucoup lus, beaucoup pillés, et parce que je me monte sur les épaules de gens bien plus intelligents que moi. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que les gens alignent des mots, pas pour produire du sens, mais au contraire pour le dissimuler, pour le masquer. Ça rend fou. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, et c'est, je pense, ce qui arrive à beaucoup de nos citoyens, ils se retrouvent en face d'une réalité, elle est sous leurs yeux, ils la voient au quotidien. Et ils attendent finalement que la politique, à la fois reconnaisse cette réalité, parce que ça permet de poser les choses, rappelle vers où on doit aller, vers où on veut aller, et donne finalement la force de participer à la construction de ce que j'appelle ce monde commun. C'est en gros, le politique est là pour faire sortir ceux qui nous rassemblent, pour le lier entre nous, et pour en faire finalement ce monde commun dans lequel on inscrit notre citoyenneté. Il nous reste en revanche, nous-mêmes, à gérer notre identité personnelle et toutes ces choses qui nous construisent, qui nous malaxent, toute cette matière qui nous fait vivre, qui sont nos rapports à notre origine, à notre propre histoire, à nos propres échecs, à nos moments de fulgurance comme à nos moments de désespoir. Tout cela, ça nous constitue. On le dépasse quand on arrive dans la sphère publique, ça ne veut pas dire qu'on le nie, simplement on le dépasse pour en arriver à se dire aujourd'hui qu'est-ce qui me rassemble avec l'autre, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble et vers quel projet on va aller. Et pour ça, il faut partager quelques principes et quelques idéaux. Sinon, on n'y arrive pas. Lesquels? Mais pour moi, l'égalité, et ça commence déjà par l'égalité femmes-hommes, la protection des libertés publiques, la liberté d'expression. En fait, des choses qui ne sont pas simples à mettre en œuvre parce que ce sont des choses qui sont toujours en tension. Mais l'idée que j'ai, c'est qu'en fait, les libertés publiques qui constituent notre sphère publique, elles ne sont pas à vendre à la découpe. Elles se renforcent les unes les autres. Si vous n'avez pas d'égalité entre les sexes, vous n'avez pas d'humanisme. Si vous n'avez pas d'humanisme, vous n'avez pas possibilité de laisser une forme de liberté d'expression parce qu'elle est exigeante, la liberté d'expression. Elle vous dit, la liberté d'expression, elle va vous dire par exemple, vous avez le droit de critiquer toutes les religions. Et même de vous moquer du contenu de leurs croyances. Oui, peut-être que ça peut blesser d'autres gens, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un droit. Et il est absolu. En revanche, vous n'avez pas le droit d'appeler au meurtre parce que quelqu'un pratique telle ou telle religion. Vous n'avez pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller pratiquer cette religion, quoi que vous en pensiez. Donc, il y a des nuances. On est dans le subtil. Et pour que ces nuances puissent vivre, il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre les gens. Il faut qu'ils se disent ce qu'on a en commun est quand même plus fort que ce qui nous sépare. Et après, il faut aussi des lieux où exprimer sa différence et où exprimer sa particularité. Sinon, on devient fou. Mais la sphère privée, elle est là pour ça. C'est pour ça que pour moi, il est vraiment... J'ai toujours beaucoup de mal avec les idéologies qui tentent d'unifier les deux sphères. Parce qu'à la fin, ce que je sais, c'est que le but du jeu, c'est d'établir une société de contraintes. Et dans cette société de contraintes, l'homme est à la fois complètement déresponsabilisé, étouffe, est infantilisé, et à la fin, il devient stérile. Il ne crée plus, il ne produit plus,
et finalement il est dans une situation où il va lui-même aller vers l'exploitation. Une question se pose, est-ce que ce genre de salon intégriste, même déguisé en brave salon musulman peinard, est-ce que c'est une menace? Est-ce que ça compte? Parce qu'on va vous dire, je pense, comme on le dit à moi souvent, vous êtes islamophobe, vous êtes monomaniaque, le vrai danger, c'est le Front National, eux c'est des vrais fascistes, alors que vous accordez, parce que vous n'aimez pas les musulmans, vous accordez une place démesurée à ce genre de phénomène. Alors, moi je pense qu'il y a un enjeu majeur, qui est l'enjeu, l'attaque sur les libertés publiques, et celle-là elle est menée des deux côtés, parce que le Front National continue quand même à s'attaquer, peut-être en sourdine et sur un mode un peu plus haut, parce qu'ils ont trouvé un nouveau vecteur, qui est justement la mise en scène de la lutte contre l'islamisme, pour récupérer un maximum de voix. Donc du coup, ils mettent un peu sous le boisseau à notre discours, mais ne vous inquiétez pas, notre discours ressortira très très vite. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est important? D'abord, les mécanismes. C'est-à-dire que ça commence toujours en disant, on va toujours vous dire, oui, mais dans le salon, en fait, il n'y a pas des paroles aussi pires que celles qui sont entendues sur Internet. Oui. Pourquoi? Parce que le préfet, alerté quand même par un certain nombre d'associations, par moi et par d'autres élus, avait dit nous enregistrerons tout ce qui se passera. Donc vous imaginez bien que déjà on est descendu d'un cran dans le discours. Ça c'est la première chose. Mais quel était le discours réellement qui a été délivré à ce moment-là? C'était un discours parfaitement infantilisant. Donc en gros, déjà il n'y a plus de distance entre les gens. Tout le monde est frère et sœur. Donc, on vous met dans une seringue familiale. Vous savez à quel point, en famille, on n'offense pas son père, on n'offense pas sa mère, on respecte sa sœur, on essaie de ne pas blesser son père, et puis il y a des aînés. Et puis... Donc déjà, on vous met dans une situation où votre propre parole et votre capacité d'expression, elle commence déjà à être limitée. Ce frère et sœur, c'est pas le même que celui de la fraternité. Non, c'est un frère et sœur, pour moi, qui est vraiment... C'est un frère et sœur, c'est le surplomb. C'est un frère et sœur, c'est tu m'appartiens. On est frère et sœur parce qu'on appartient à la même communauté. On n'est pas frère et sœur en humanité. On est frère et sœur en partage d'idéologie. Donc, d'emblée, on vous inclut dans quelque chose. Mais au-delà de ce discours parfaitement infantilisant, les gens qui voient en 4x3 les noms de ces prédicateurs, qui voient qu'ils sont accueillis royalement, qui voient que personne ne proteste, tout le monde a l'air de trouver ça normal. Ensuite, ils vont sur les réseaux sociaux et ils entendent la suite du discours. Si cette parole-là n'est pas combattue, elle est donc légitime. Si elle est légitime, donc les demandes, parce que derrière il y a tout j'allais dire, la pression sociale qui est mise sur les quartiers, où les gens vont se référer à l'imam. Regarde, l'imam, il est connu, il est reconnu, regarde d'ailleurs, il est passé, tu as vu, les gens viennent le voir, c'est donc une référence. Donc toi, ma sœur, pourquoi est-ce que tu ne respectes pas ta propre religion? Et ainsi de suite, à force, vous finissez par vous plier. Moi, j'ai été énormément attaquée pour avoir dénoncé ces phénomènes-là en disant toujours, je ne parle pas au nom de toutes les femmes. J'ai conscience, on peut m'envoyer dans le visage, ça va, tu es blanche, tu as fait des études, tu es intégrée, tu prends aucun risque en tenant ce genre de paroles, etc. Pense un peu aux autres femmes, leur situation est un peu plus compliquée. Voilà pourquoi je sais que je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes, et ça c'est vrai. En revanche, je crois que j'ai vraiment le droit de défendre le droit de toutes les femmes. Défendre le droit de toutes les femmes, c'est-à-dire? Si vous n'êtes pas égal sexuellement parlant, c'est en droit, votre humanité, elle commence déjà à vous être contestée. Réellement. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens profondément comme ça. Parce qu'à la fin, pour moi, pour qui mon égalité avec un homme est de l'ordre de l'évidence, pas dans ce que je suis capable de faire, donc bien sûr, c'est pas une identité physique, je suis pas tarée non plus, mais en tout cas, en termes de droit et en termes de capacité, pour moi, ça n'a jamais été une question. Et je pensais que ça en deviendrait jamais une. Aujourd'hui, vraiment, elle est posée, cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un retour de la question de la pudeur pour les femmes. C'est marrant, les hommes, eux, la pudeur ne se pose pas. Mais ce qui arrive, ce qu'on est en train d'arracher
aux femmes en leur demandant de se soumettre à leur religion. Pour l'instant, ça touche les femmes musulmanes, mais je vous assure que l'objectif est bien plus large. Et celles qui ne le veulent pas, puisque un des problèmes auxquels on est confronté, c'est l'argument selon lequel pourquoi vous infligez à toutes les femmes de culture musulmane notamment votre conception du droit des femmes, de l'émancipation des femmes, en niant que les femmes, sous-entendu musulmanes, ou même explicitement musulmanes, verraient les choses autrement. Moi, ce que je vois, c'est quand même beaucoup de femmes qui se battent dans leur pays et qui payent parfois, et même souvent, le prix du sang, malheureusement, pour avoir accès à l'émancipation, et elles se battent en général pour réclamer l'égalité. Et quand elles se battent de façon très curieuse, entre les femmes qui se battent pour les droits des femmes quand elles sont en Algérie, quand elles sont en Tunisie, quand elles sont dans d'autres pays, c'est marrant, elles se battent plutôt sur mes thèmes. Elles ne sont pas en train d'expliquer qu'il y aurait une nature différente de la femme parce qu'elle serait née, elle appartiendrait à telle ethnie ou elle appartiendrait à telle culture, qui l'amènerait à devoir, à la fin, ce qu'elle demande, c'est exactement ce que je veux, moi, que l'on respecte en France. Toutes les femmes qui se battent pour leurs droits, elles se battent là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nul n'interdit à quelqu'un de profondément religieux, en son privé, à la limite d'avoir les pratiques alimentaires qu'il veut, voire peut-être de s'éteindre complètement et de consacrer sa vie au service de l'autre si ça l'amuse. La question qui se pose aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est vraiment dans la sphère publique, pardon. Elle est vraiment sur quels sont les principes qui organisent notre sphère publique. Et dans les principes qui organisent notre sphère publique, l'égalité femmes-hommes, elle est particulièrement forte. Donc la remise en cause, quand vous voulez, ce qui est une agression directe, quand on demande de voiler les femmes, on demande de voiler les femmes où? À l'extérieur. On demande de voiler les femmes dès qu'elles sont dans une existence publique. À ce moment-là, on les retranche. On leur dit finalement, tu n'as vocation qu'à l'intime, qu'à l'intérieur. Tu n'es bonne qu'à être à la maison. Quand tu dois traverser l'espace public, fais-le vite et sois invisible. Il ne faut pas qu'on te voie. Nous, on s'est battus pour que les femmes, non seulement accèdent à la sphère publique, on a même essayé de mettre des quotas pour que la parité soit respectée. On essaie au contraire de dire à la femme qu'elle a toute sa place dans la sphère publique. Alors, la sphère publique, c'est ce qui définit notre monde commun, mais c'est aussi ce qui définit la garantie qu'on nous apporte aujourd'hui et les garanties qu'on apportera à nos enfants. Et j'étais persuadée que mon univers mental était garanti, que cette égalité femmes-hommes était garantie, que cette liberté d'expression était garantie, que la laïcité était une garantie absolue, et qu'à l'intérieur de ce cadre, après on pouvait être d'accord, pas d'accord, on pouvait se battre, on pouvait s'engueuler, mais qu'au moins il y avait, on avait un socle commun. Et que ce socle commun, c'était des garanties qui étaient offertes à nous et à nos enfants. Et que tout être nouveau qui arrivait dans ce monde-là, il aurait ce berceau-là pour l'accueillir. Et en plus, ce berceau-là, je trouvais qu'il avait été tressé d'humanité, donc il était plutôt beau. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans le monde dans lequel mes enfants vont aimer, vont rencontrer d'autres hommes et femmes, vont avoir leurs propres enfants. Je ne sais pas si quelque chose d'aussi évident pour moi que l'égalité femmes-hommes sera garantie. Je parle monde pas simplement au sens la France, mais de façon extrêmement générale. Il y a une femme qui a compté dans ma vie, qui est une sénatrice qui m'a tout appris. C'est elle qui m'a toujours dit, à un moment donné en politique, si tu ne sais plus dire non, arrête. Ça veut dire que tu n'apporteras plus rien aux autres. C'était qui ? Raymonde Le Texier, qui était sénatrice du Val d'Oise. Alors, je vous coupe, mais ça, peu importe, après tout, si on bifurque. Cette égalité homme-femme, moi je trouve qu'il est paradoxal que ce soit le Front National qui s'en empare, et même une partie de la droite dure, puisque dans les combats qui sont ceux de ma génération, il y avait l'égalité homme-femme, et que, bien entendu, on a été violemment contesté, combattu, par tous les tenants d'une vieille France, que je considère comme rance. Enfin, je vous rappelle par exemple que les premiers combats qui ont déclenché mai 68, c'était entre autres, c'était à Nanterre,
quand Daniel Cohn-Bendit et quelques autres ont dit il y en a marre des dortoirs séparés à la cité universitaire, à la résidence universitaire, où les gens dormaient. On veut que ça soit mixte, et que les garçons aillent chez les filles et l'inverse. À l'époque, ça a été mal vu. La parole, c'était interdit. Je pense réellement qu'à cette époque, il y a eu un vent de liberté. Alors après, on peut avoir les... Moi, je n'ai pas connu, mais on peut avoir les analyses qu'on veut. Mais moi, je me souviens tout simplement d'entendre des gens qui me racontent leur jeunesse à cette époque, et moi, de me rappeler celle que j'ai vécue dans les années 80, au moment où finalement le monde s'ouvrait et était plein de promesses. Moi, dans les années 85, au moment où on commence une vie sexuelle, on se prend le sida. Le temps de la libération sexuelle, il a été relativement court. Et quand on se prend le sida, l'inconscient, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais tu es bien puni de tes turpitudes. Parce que l'inconscient, il ne fonctionne pas en... même si vous, à l'époque, quand ça vous arrive, enfin quand le sida arrive, moi j'avais 14, 13, 14, je ne sais plus. Mais bien sûr qu'on ne va pas le lire comme ça. Mais de façon inconsciente, dans la société, vous avez 20 ans de libération sexuelle et vous vous prenez la mandale du sida derrière avec toute la charge symbolique qui est liée au sang. Jamais oublié que dans le sang, pendant très longtemps, c'était le sang bleu, l'expression des qualités les plus supérieures. C'était par le sang qu'on pensait qu'on transmettait les qualités d'une famille. D'où l'importance de contrôler le corps de la femme. Il y a une phrase qui dit tout. Quand elle vous dit « Une femme, elle sait toujours que son enfant est d'elle. Un homme, allez savoir. » Mais il est là le problème. C'est qu'à l'époque où on pensait que les qualités de la famille se transmettaient par le sang, il était très important que la femme que l'on donne, elle n'ait pas été touchée, puisque c'était le vecteur, l'incubateur dans lequel on allait produire le énième qui était censé porter les valeurs, l'existence, enfin un porte-étendard de famille en quelque sorte. Imaginez donc que quelques gènes inconnus viennent perturber tout ça, mais on perd la qualité. Et donc la question du corps de la femme, c'est la question du contrôle de la reproduction sociale, et c'était à l'époque la question du contrôle, mais comme un éleveur essaie de contrôler la qualité de sa production. Et derrière, il y a des phénomènes d'eugénisme. Derrière, il y a des choses qui ne sont pas nettes dans l'obsession du contrôle du corps de la femme. Et après, c'est compliqué de contrôler quelqu'un, je vous assure. Si vous le laissez grandir libre et que vous essayez de le contrôler, voilà, il faut être coercitif, il faut être violent, il faut l'être aussi. Mais le mieux, c'est quand même... Il faut être aussi violent, vous voulez dire? Oui, il faut... En fait, il y a deux formes de violence. Il y a la violence qui se voit, celle où quand vous frappez parce qu'elle laisse des traces. Il y a la violence psychologique. Faites intégrer à quelqu'un sa propre aliénation. Faites-en le principal vecteur même de l'aliénation de ceux qui suivront. Parce que finalement, la femme qui a été réduite et infantilisée, qui a vécu une vie de frustration, même si elle est généreuse, même si elle est dans un univers aussi clos, elle fera vivre aussi une vie de frustration à sa fille. Parce qu'en fait, petit à petit, on enlève les mots pour penser l'émancipation et pour penser la liberté. Tous les mots qu'on met dans la bouche des femmes sont des mots qui sont là pour montrer la soumission à leur état. Elles n'en ont plus d'autres. Moi, j'ai un truc qui m'a bouleversée. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Alors, en fait, je mélange un peu deux messages, mais ils avaient un sens extrêmement fort, parce qu'ils disaient la même chose. La première jeune fille, elle me dit, vous savez, madame, je suis jeune, apparemment c'est une jeune fille maghrébine, elle doit avoir 17-18 ans ou 16 ans. Enfin, elle me dit qu'elle est très jeune, je crois qu'elle me dit qu'elle n'est pas majeure. Et elle me dit, en fait, émancipation, je ne connaissais pas ce mot. Je suis allée voir dans le dictionnaire. Et puis, apparemment, elle a cherché à aller plus loin, peut-être des articles. Et elle me dit, c'est vraiment un beau mot, mais si je ne vous avais pas rencontré sur Internet, je ne l'aurais jamais connu. Personne n'en parle, personne ne m'a jamais parlé comme vous me parlez. Et elle s'adresse à moi de femme à femme. Et l'autre me dit à peu près la même chose et dit à la fin, vous savez, j'envoie vos vidéos à toutes mes copines en lien, mais n'allez pas voir sur mon Facebook, je ne les mets pas sur Facebook parce qu'en revanche, ça pourrait quand même me valoir des ennuis. Mais avec mes copines, on est fans. Donc là, moi, je vous remercie, mais en fait, je suis 15. C'était le je suis 15 qui m'a fait craquer. C'était Je suis 15.
Oui, en fait, comme elle fait circuler la vidéo, elle me dit « Je vous remercie, mais je suis 15 ». En fait, ce que ça voulait dire, mais on est 15 personnes à vous remercier, parce que j'ai créé un réseau de 15 filles autour de moi. Donc c'était très très drôle. Mais ce qu'elle me disait, cette fille, c'est quelque part, elle ne le sait pas encore, je lui ai donné des mots pour se positionner et des mots pour s'affirmer. Mais ces mots-là, elle aurait dû les entendre longtemps avant. Ces mots-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont les mots de la gauche, le beau mot d'émancipation quand même. Enfin, voilà, ce sont nos mots. Et vraiment, j'invite les élus, bien sûr, à se réemparer de ce discours-là, mais je dis aussi aux citoyens, utilisez ces mots dans vos discussions, n'ayez pas peur, ne baissez pas les yeux. Le premier combat à mener, il n'est pas juridique. Le premier combat à mener, il est d'être debout et de parler. Aujourd'hui, les islamistes comme le FN ne parlent haut que parce que nous nous taisons. Et parce que nous nous taisons devant les islamistes, nous les laissons installer un surplomb, une emprise sur une communauté qui mérite mieux que ça et qui a droit, comme toutes les autres communautés humaines, à sa liberté. Il n'y a rien à rajouter. J'espère que ça va être entendu, réentendu, que ça va donner du courage. L'Arabie Saoudite qui vient de condamner à mort ce jeune chiite, régime barbare, enfin, en gros ils ont le même programme idéologique que Daesh. On est très embêtés parce qu'on râle, tout le monde au spectre, le président de la République demande de surseoir, le Quai d'Orsay pareil, il y a des tonnes de pétitions, c'est un tollé général. On a un problème, c'est que la communauté musulmane, qui est quand même la première concernée, puisqu'en principe, elle partage la même religion que l'Arabie Saoudite, il me semble qu'ils auraient dû dire « Eh oh, pas en notre nom !» Quand l'Europe refusait d'accueillir les réfugiés, on a manifesté place de la République, pas en notre nom ce refus, et je ne comprends pas. Essayer d'avancer vers la responsabilisation, vers l'émancipation, c'est trahir une culture. C'est horrible pour eux, c'est pas si simple. Et donc je pense que le silence, finalement, en général, quand on a le cul sur une chaise, alors on peut être un défenseur de l'intégrisme et on va avoir des armes pour lutter contre. On peut être comme moi, quelqu'un qui porte l'émancipation et on va avoir d'autres mots. Si vous avez le cul entre deux chaises, entre deux désirs ou entre deux mal-être, ben vous vous taisez. C'est qu'en fait, les gens ne sont pas forcément toujours armés, mais en revanche, quand on leur donne des outils, ils savent les prendre. Mais si vous ne leur donnez que des outils qui leur permettent de penser la situation dans la victimisation, dans le repli, dans la peur, dans la soumission à des injonctions, ils les utiliseront et ils penseront leurs conditions et leur vie en fonction de ces outils-là. Et la victimisation chez le Front National, c'est aussi une façon d'enfermer les gens dans une condition dont ils ne peuvent pas penser la sortie. Je vous dis, moi je trouve que les deux process sont très similaires. Bon bah évidemment, merci Céline, merci pour votre combat, merci d'être venue discuter ici avec nous. Et évidemment, je crois qu'on va continuer la bagarre ensemble.